Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, avec Emmanuel Choquette, on vous parle d'alcool. Mais pour débuter l'émission, on vous présente M. Pio Bégin, fier propriétaire d'une entreprise située à Neuville, le vignoble Domaine des Trois Moulins. Bonjour, bienvenue au Domaine des Trois Moulins. J'en suis le propriétaire avec mon épouse, Monique Valois. Je m'appelle Pio Bégin. Nous sommes arrivés ici en 2001. Puis, en fait, c'était une forêt ici. C'était partout, c'était une forêt. Mais on a eu l'idée de planter de la vigne parce qu'il y avait une ligne électrique qui partait de Neuville, puis qui allait à Donnacona. Puis il y avait des pylônes. Puis en 2001, à l'automne, il y avait un pylône, il devait avoir 40 pieds de raisin là-dedans. Puis on a regardé partout, puis là, il y avait de la vigne partout qui montait dans les arbres. Fait qu'en 2002, on a décidé de faire un essai. On a dégagé près du moulin. C'est là qu'on a découvert les ruines de moulin, d'ailleurs. Puis on a planté 50 plants. Puis on s'est dit, bien, si ça passe l'hiver, bien, on va continuer. Puis là, en ayant découvert les vestiges de moulins, on est allé voir la Société d'histoire de Neuville. Ils nous ont confirmé certaines choses. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir parce que c'est pas tout à fait détaillé. Mais en fait, il y avait 3 moulins. C'est pour ça qu'on appelle ça le domaine des 3 moulins. Puis en passant, nos vins s'appellent le moulin à scie, le moulin à carde, le moulin à blé, puis l'aube du moulin. Donc, il y a eu un moulin qui a été, en 1750, qui a été construit. C'est un moulin à scie, qu'on voit très bien de la terrasse. Puis il y a un autre moulin plus loin, qui en 1850 a été construit par un monsieur Peyton. Puis ça, c'est un moulin, il avait un périmètre de 30 par 40. Il y avait 3 étages, il y a une dizaine de personnes qui vivaient là-dedans. Mais à l'époque, il y avait encore des droits seigneuriaux. Fait que M. Peyton, lui, ne voulait pas payer de droits seigneuriaux. Donc, il achetait son blé aux États-Unis. Il le moulait ici. Il a construit un quai pour charger les navires à marée basse. Puis il vendait sa farine en Angleterre sans taxe. Puis en fait, maintenant, on a découvert à la MRC un document qui classe ce site-là, archéologique 19e siècle. Mais le patrimoine n'a pas retenu les ruines parce qu'il semble-t-il que les ruines n'étaient pas assez imposantes. Ce qui fait bien notre affaire pour l'instant. Donc, je suis vigneron au domaine des Trois Moulins, c'est-à-dire je m'occupe des vignes et je m'occupe du vin. Donc voilà, depuis 2012 au domaine des Trois Moulins, on a commencé à vendre du vin. Donc en 2016, cette année, ça fait 5 ans qu'on vend du vin. Donc les vignes qu'on utilise ici, bien évidemment, ce n'est pas les vignes qu'on retrouve dans les autres pays, étant donné qu'il fait plus froid l'hiver. Donc ce sont des vignes rustiques, des vignes qui vont résister au froid l'hiver. C'est la première chose qu'on cherche. Et en fait, ce sont des agronomes, donc ils vont nous développer des vignes pour justement chercher cette rusticité à l'hiver. Et puis aussi, c'est des vignes qui vont pousser un peu plus vite que les vignes qu'on retrouve dans les autres pays, étant donné que la saison est un peu plus courte. Donc par exemple, nous, notre vin blanc qui s'appelle le Moulin à Grains, il est fait avec le cépage le Vandalclich. Donc le Vandalclich, c'est un cépage qui a été développé à l'Université Laval par 2 agronomes, M. Vandal et M. Clich, dans les années 70. Et ce cépage-là, voilà, a une rusticité qui fait qu'il gèle jamais, peut-être à des moins 40. Et encore, moi, je n'ai jamais vu geler ici. Et donc voilà, donc les cépages, c'est vraiment des cépages qui sont un petit peu différents qu'on a dans les autres pays, mais avec des arômes très très agréables. Et lui, il a des arômes d'agrumes et de pamplemousse, ce cépage-là, et qui est très très bon. Après, on a aussi le rouge qui est de cépage Maréchal Foch. C'est un cépage un petit peu plus vieux qui a été développé dans d'autres pays, mais finalement, ce cépage-là aussi a une rusticité au froid l'hiver. Donc lui, il nous permet de nous produire dans notre rouge, qui fait un petit élevage en fût de chêne. Ensuite, on a aussi le moulin à scie qui a un rosé.
donc qui est fait à base de 2 Chonac, avec un petit peu de céval blanc, et pour avoir une couleur un petit peu plus agréable, un peu moins prononcée. Et ensuite, on a le vin fortifié, lui, qui est fait à base de, justement, Maréchal Foch, comme pour le rouge, sauf que on met du brandy dedans pour fortifier le vin, c'est-à-dire augmenter le taux d'alcool, donc faire passer le taux d'alcool de 12,5 pour le faire passer à 18%. Et ensuite, on met du sucre dedans pour faire un équilibre en bouche. Les gens ont tendance à dire que ça revient à un Porto en moins sucré. Et nous, on l'appelle, c'est un vin fortifié, donc il s'appelle l'Aube du Moulin. Et ensuite, on a un vin mousseux, mais c'est ça qu'on ne vend plus trop, qu'on vend seulement dans les restaurants là, cette année. Lui, il s'appelle le Moulin à Bulles. Les cépages, après, il y a différentes variétés. Nous, on met du Vidal dedans, on met un peu de Saint-Pépin et un peu de céval blanc. Et c'est une méthode champenoise, traditionnelle champenoise, donc c'est-à-dire c'est une deuxième fermentation en bouteille pour obtenir le gaz, les bulles. Et c'est un très beau produit. C'est l'humidité qui est quand même présente, qui est en saison, qui est difficile à gérer, parce que voilà, la pluie n'aime pas trop quand la vigne n'aime pas trop quand il pleut. et donc c'est ça, donc il y a le mildiou ou l'oïdium qu'on appelle le blanc ici au Québec, qui est des maladies qui ne sont pas faciles à contrôler. Mais après, ces vignes-là sont quand même plus résistantes aux maladies aussi, elles sont plus résistantes au froid, plus rapides à pousser et un peu plus résistantes aux maladies, contrairement aux autres cépages qu'on retrouve dans les autres pays. Qu'est-ce qui se produit quand on a des problèmes de maladies avec nos vignes? Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut appliquer? Bien sûr, on peut utiliser des produits justement pour lutter contre ces maladies-là. Après, sur la vigne, on est souvent en préventif. Après, nous ici, on fait quand même attention à nos applications qu'on met sur les vignes pour ne pas en mettre de trop non plus. Et puis donc, moi, je traite vraiment quand, des fois, à plus de 15 jours d'intervalle, alors que normalement, mes produits vont jusqu'à 10 jours. Mais je laisse aller toujours un petit peu plus pour... c'est vraiment une lutte raisonnée, quoi. Je vois la maladie, si la maladie commence à venir, là je vais pulvériser, mais tant que je ne la vois pas, je peux pousser un petit peu plus mes traitements sans traiter. Donc 3 ans, 4 ans, vous commencez à voir apparaître vos premiers raisins. Alors c'est le plaisir. Oui, après... Et là, les premiers raisins apparaissent à quelle époque de l'année? Est-ce que c'est au mois de juin, juillet? Nous, c'est ça, le printemps ici au Québec, on est un peu plus tardif. Ouais. Donc les bourgeons vont commencer à sortir vers le 20-25 mai. Ensuite, la floraison va être plus à la fin juin, début juillet. Donc c'est des petites fleurs de vigne, il n'y a pas vraiment, c'est toutes petites fleurs qui sont fécondées. Donc chaque fleur donne un fruit, donc un raisin. Et donc sur une grappe, il peut y avoir des centaines de fleurs, donc ils vont donner une centaine de raisins par la suite. Actuellement, là, la vigne, là, on est mi-août. Et la vigne, actuellement, elle est au stade où la grappe elle continue à grossir, les raisins continuent à grossir un peu jusqu'à temps que le raisin arrive à son optimum là, de grosseur, de taille. Et ensuite, ce qu'on appelle la véraison, le raisin va changer de couleur. Donc il va passer du vert au rouge pour les raisins rouges, par exemple le Maréchal Foch pour le vin rouge. Il va passer du vert au blanc un peu translucide pour le Vandalcliche, par exemple, celui qui nous sert à faire le vin blanc. Et donc c'est ça. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de protéger les grappes justement à cette période-là, quand le raisin il change de couleur, parce que là, les oiseaux, sinon, ils vont venir tout manger. Donc on met des filets, des protections sur les vignes, donc c'est des filets sur toutes les vignes. Les humains qui aiment non, les oiseaux aussi. Puis les oiseaux, il n'y a pas besoin que ce soit très sucré pour qu'ils commencent à venir. Donc nous, à partir souvent le 1er septembre, les filets sont mis. Et la récolte, après on est souvent un peu tardif au niveau des récoltes, mais entre la fin septembre et puis jusqu'au 20 octobre environ, que nous faisons les récoltes.
Donc je vous invite à me suivre, on va aller visiter ce qu'on appelle le chai, la cuverie. Donc c'est là où on fait la fermentation, qu'on produit le vin. Et donc suivez-moi dans ce bâtiment-ci, puis vous allez voir nos cuves de fermentation. Là actuellement tout est vide pour préparer pour les vendanges. Monsieur Aurélien, ici on entre dans la bâtisse un certain stockage. C'est notre partie où on stocke et puis on étiquette le vin. On met les étiquettes, nous c'est artisanal, on met les étiquettes à la main, on n'a pas encore les machines. Et donc justement cette pièce-là va être par la suite pour faire notre mise en bouteille, étiquetage et bouchon, tout le travail sera fait là. Pour l'instant, c'est pareil, c'est des équipements qui coûtent très cher, donc pour l'instant, voilà, on développe d'abord le vignoble, et puis donc on fait plutôt artisanal, donc on fait beaucoup de choses à la main. Mais voilà, cette presse-là, par la suite, sera vraiment prévue pour la mise en bouteille. Ça, nous allons aller dans la partie, donc ça va être plus la partie chai. C'est là où on a les cuves de fermentation. Donc allez-y, entrez. Après, moi, limite, je peux me mettre ici. Donc après, voilà, donc on a les cuves derrière moi, donc ces cuves-là vont permettre de faire la fermentation des vins. Souvent, les cuves qui ont des portes, c'est plus pour le rouge, parce que pour faire du vin rouge, on met tout le raisin dans la cuve, donc on ne presse pas tout de suite le raisin. On met tout le raisin dans la cuve, il n'y a plus la rafle, la rafle est retirée, la tige verte est retirée, donc chaque raisin est libre. On a une petite machine aussi qui éclate le raisin pour commencer à faire sortir le jus. Et donc, on met un tuyau en haut, et puis là, toute la cuve se remplit avec un peu de jus, et puis la peau, le raisin qui est éclaté un petit peu. Donc ce qui se passe dans la cuve, c'est que la peau elle va flotter, elle va remonter en surface. Par exemple, ça c'est des cuves de 2400 litres. La peau va remonter en surface et le liquide va être en bas. Donc le jus va être en bas. Et chaque jour, on va travailler la cuve de rouge là, pour faire remonter la partie liquide, la faire passer sur la partie peau. Ça sert à extraire des arômes, extraire des tanins aussi. Et puis il ne faut pas que cette peau-là sèche, parce que la couleur est prise dans cette peau-là. Donc c'est pour ça que chaque jour aussi, on prend de l'alcool chaque jour, mais chaque jour aussi, le vin rouge devient de plus en plus profond, de plus en plus rouge. Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre cette peau de raisin. Et donc les portes, ça nous sert justement à la sortir. La fermentation sur les vins rouges, ça va durer maximum 10-15 jours. Après, on a une température pas loin des 30 degrés. Mais la fermentation, à la fin de la fermentation, moi je mets un tuyau, une pompe sur ma vanne ici en bas, et puis donc je fais enlever tout le jus qui est liquide, et puis donc là la peau des raisins va descendre, jusqu'à temps que c'est ça, qu'elle arrive en bas. Puis là on ouvre la porte, et puis ensuite il faut sortir cette peau de raisin, et donc on a une petite pelle, et puis on sort, et puis on represse, on met dans le pressoir pour récupérer un petit peu de jus. C'est ce qu'on appelle le jus de presse. C'est la première transformation, parce qu'après, il y a différentes... voilà, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et ensuite, sur les rouges, on fait toujours une deuxième fermentation. C'est la fermentation malolactique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un acide malique qu'on transforme en acide lactique. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle malolactique. Et cette fermentation-là peut durer entre 1 et 2 mois, à des températures de 20-21 degrés. Et moi, il m'arrive de les faire directement les fûts de chêne aussi, ou en cuve directement. Après, ça dépend chaque année, des quantités aussi. On n'a plus que du vin qui n'est pas encore fini, là, mais, parce qu'au début, c'est du jus de raisin, vraiment c'est sucré. Après, après la fermentation alcoolique, là, c'est devenu du vin, mais qui n'est pas encore totalement fini pour le rouge, vu qu'il y a une deuxième fermentation, la fermentation malolactique. Et ensuite, quand celle-ci est finie, là, on est sur du vin. Et après, on met ça dans les fûts de chêne. Après, moi, c'est pareil. Moi, j'ai un œnologue conseil qui vient me conseiller, donc qui est sur Montréal, et qui vient me conseiller au niveau, justement, parce que lui, il a justement plus avoir de visuel sur comment va devenir le vin dans 6 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi. Et on anticipe toujours les vins là, pour voir un petit peu, on sait comment ils vont évoluer. Donc, par exemple, les fûts de chêne, là, c'est pareil, on fait passer le vin rouge en fût de chêne. Et des années, on sait, des années qui vont être plus vieilles, on va laisser le vin moins longtemps dans les fûts de chêne, étant donné qu'il y aura moins de matière. Et des très belles années comme par exemple 2012, 2016, on va voir comment elle se termine, mais ça devrait être quand même une belle année. Et voilà, donc des très belles années, on peut faire un élevage sur les vins rouges qui durent plus longtemps. Là, on stocke ici, voilà, vous avez vu là-haut, on avait pas mal aussi de stock, normalement tout va descendre ici. Mais là, par exemple, c'est notre production de rouge. Nous, on produit environ 3500 bouteilles de rouge, on produit 2500 bouteilles de blanc, on produit 800 bouteilles de rosé cette année, là, sur le rosé 2015. Après, on a du vin fortifié, on en fait environ 1000 aussi par an. Puis un petit peu de mousseux, on avait juste une petite batch, là, on avait 250 bouteilles. Donc on est sur un total de 7500 bouteilles, 8000 bouteilles au maximum. Que vous avez ici qu'on vend chaque année. Après, souvent, on n'a plus de stock à l'hiver. C'est très rare qu'il nous reste du vin l'hiver.
Est-ce que c'est stocké justement avec peu de lumière? Ça, ici, vous voyez, ici on est dans un sous-sol. Donc voilà, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, le vin toujours dans le noir, à une température constante. On est souvent, après là, on est peut-être à 15 degrés, mais souvent on est aux alentours de 14 degrés pour conserver le vin. À partir de quand, à partir du moment que vous le placez en bouteille, et vos pronostics pourront dire, bon, ben, ce vin-là, dans combien de temps il va être à son meilleur, d'après vous? Après, voilà, pour l'instant, nous ici, on n'a pas de recul vraiment aussi. Donc moi, je garde des bouteilles de rouge depuis, je suis arrivé en 2010, donc depuis 2010, je garde des bouteilles. Donc la première cuvée 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Et donc j'en garde un petit peu pour voir comment il évolue par la suite. Parce qu'il est bon à boire. Quand on le met en bouteille, on attend un petit 2 semaines là, mais souvent, parce que par exemple, le vin rouge qu'on vend cette année, c'est du 2014. Oui. Là, on est en 2016, donc on l'a mis en bouteille au printemps 2016. Donc souvent, quand on le vend, il a déjà 1 an et demi. Après, au niveau, par exemple, du rouge 2014, je pense qu'il pourra aller à la limite jusqu'en 2019. Nous, c'est un cépage, le Maréchal Foch, qui n'a pas beaucoup de tanin. Et justement, le tanin, c'est ce qui permet à ce que les vins évoluent très bien dans le temps. Ce qui peut venir des vins de garde, des vins de plus de 10 ans ou 15 ans, mais pas nous. Le Maréchal Foch, c'est un vin qui n'a pas beaucoup de tanin, donc on va le garder 5 ans au maximum. Ah ouais. Après, ça dépend aussi des millésimes, des années qu'on a. Donc, par exemple, rouge 2012, après, pour l'instant, voilà, on est en 2016, donc il aura 5 ans en 2017. Donc lui, on verra, mais peut-être il pourra tenir un petit peu plus. Ce sera à voir, à contrôler par la suite, mais ce sera en dégustant qu'on le saura. C'est du vin blanc, donc il faisait 11% d'alcool à la base, là, après la première fermentation alcoolique. On ne veut pas un taux d'alcool très élevé, donc on avait ramassé les raisins un petit peu plus tôt, justement, pour avoir un taux d'alcool qui reste assez bas, à 11%, avec une acidité élevée. C'est ce qu'il faut pour faire des vins mousseux. Voilà. Ça, c'est des vins mousseux. Et donc, on récolte le raisin, on presse, on fait la fermentation alcoolique, on est à 11% d'alcool environ. Et puis là, on met une liqueur dans le vin et puis des levures. Et une liqueur, en fait, c'est du sucre un petit peu, justement, avec des levures, pour qu'il y ait une deuxième fermentation en bouteille. Je vais enlever une. Et donc, là, voilà, au début, on les met coucher, les bouteilles. Il y a une deuxième fermentation. On la laisse coucher pendant 1 an et demi. En fait, plus on laissera, meilleur ce sera. Après, voilà, nous, c'est qu'à un moment, il faut le sortir, le vin, il faut le vendre aussi. Donc, au bout d'1 an et demi, on s'est dit, on a arrêté. Puis là, on a mis ces bouteilles-là à l'envers. Parce qu'en fait, vu qu'il y a une deuxième fermentation dans la bouteille, c'est ce qui permet d'obtenir des bulles, du gaz carbonique. C'est pas comme si on mettait directement une bonbonne de gaz reliée à la cuve et puis on gazéifie le vin. Là, c'est un peu plus meilleure qualité, on va dire. C'est une deuxième fermentation en bouteille. Et donc ensuite, on met ces bouteilles, ça s'appelle un pupitre. Là, on met les bouteilles à l'envers. Et puis vous avez vu, oui, c'est une capsule, quand même un peu une capsule de bière, parce qu'après, on va le retirer, ceci. Mais donc, chaque jour, là, par exemple, voilà, après 1 an et demi, je mets mes bouteilles dessus. Et là, il y a un dépôt qui s'est formé dans la bouteille, étant donné qu'il y a une deuxième fermentation en bouteille. Donc là, le dépôt, faut qu'il tombe dans le fond du goulot. Donc, chaque jour, on tourne d'1 quart de tour, matin et soir. Là, moi, j'ai fait des traits sur les bouteilles. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, sur toute la quantité, justement, pour que ce dépôt, il vienne dans le fond de la bouteille. Et donc là, le dépôt, là, elles sont prêtes à justement expulser le dépôt. Donc là, nous, ici, vu qu'on est artisanal, on fait ce qu'on appelle le dégorgement à la volée. Donc c'est-à-dire, je vais ouvrir la bouteille, là, je vais enlever la capsule. Là, avec la pression, le dépôt va sortir. Après, il faut boucher un petit peu le goulot pour ne pas perdre trop de vin. Et donc, ce qui fait qu'il va nous en perdre un petit peu, il va nous en manquer un petit peu de vin. Donc là, on met ce qu'on appelle une liqueur d'expédition ou de finition. Et donc là, on peut en faire un mousseux qui soit sec, demi-sec ou sucré. Donc voilà, ce sont les fûts de chêne pour faire l'élevage des rouges. Après, ça m'arrive, hein, des fois, il y a des années, en 2012, j'avais passé du blanc dans les fûts de chêne. Bien sûr, quand on met du blanc dans les fûts de chêne, il faut que ce soit le premier vin que les fûts de chêne voient, parce qu'on ne peut pas mettre du blanc après du rouge, sinon ça va colorer le vin, bien évidemment, tandis qu'on peut mettre du blanc et après du rouge en nettoyant le fût de chêne. Mais, voilà, donc ici c'est quand même principalement pour les rouges. Et actuellement on en a une petite vingtaine, 16 je crois, fûts de chêne. Après, voilà, après on va pouvoir en avoir 2 hauteurs ici par la suite, quand on sera un peu plus développé. Ici on est sur des fûts de chêne américains. C'est plus un coup, là, c'est plus pour une question de coup qu'on prend cela, mais ça réagit très bien avec notre Maréchal Foch, en tout cas notre rouge. Après, voilà, le temps dans les fûts de chêne, ça dépend de l'année, comme j'expliquais tout à l'heure. Par exemple, le 2012, il était resté
14 ou 15 mois, tandis que le 2015, qui est dans les fûts là, actuellement, lui il restera, et là je vais le sortir le mois prochain, là, donc il sera resté un petit 10 mois. Et on voit un petit appareil de sortant du ah, sur certains, oui. Ça, c'est qu'il y a de l'eau dedans, en fait, et dans cette petite chose-là. Et ça, vu qu'il y a eu des fermentations au préalable, eh bien, il peut toujours avoir du gaz. Et donc, le gaz peut sortir, mais l'oxygène ne rentre pas. Le vin, il faut toujours soit garder hors contact de l'oxygène, sinon ça oxyde le vin. Ben nous, on vend principalement ici au comptoir. Là. Les gens viennent ici et font des dégustations. Puis on vend aussi dans des restaurants de la région de Québec, quelques restaurants de Port-Neuf. Entre autres, le restaurant Saint-Amour, le Ciel, les brasseries Archibald, le Renard et la Chouette. Je me souviens plus des noms, il y en a une vingtaine. Il faudrait que j'aille une liste. C'est sûr que là, on veut agrandir cette clientèle-là parce que c'est une clientèle qui est récurrente, qui revient tout le temps. Puis au niveau de nos produits, bien, en plus, on a commencé à faire des produits dérivés, comme on fait des gelées de vin. Une gelée vin blanc, vin rouge, vin rosé, vin fortifié. C'est délicieux avec des pâtés de campagne, du foie gras, etc. Puis là, aux fêtes gourmandes, on va avoir du savon au vin. Ah oui? Oui, ça c'est la Saponnière de Neuville qui fait ça pour nous. Puis évidemment, pour l'avenir, bien, notre ambition, c'est d'avoir plus de plants, parce que plus de plants, on produit plus de vin. Puis pour avoir une bonne rentabilité, il faut quand même produire pas mal de vin. Est-ce que c'est la principale difficulté pour vous, la santé de vos plants, évidemment, d'avoir votre approvisionnement? Oui, mais plus on va avoir de plants, ouais. Parce que là, il y a un ami qui commence à cultiver pour nous. Là. Puis, plus on va avoir de plants, moins on va être pénalisé par la température. On va avoir plus de chance parce que les champs ne sont pas aux mêmes endroits. Puis aussi, ici, on a une salle de réception. On fait des mariages, des anniversaires. On a une belle terrasse où les gens peuvent venir faire des pique-niques. On a des tables de pique-nique aussi sur le bord de la rivière. Fait qu'on a pas mal d'activités au niveau des réceptions. Là, ça va très bien. On a gagné 3 médailles d'or en Californie, à San Francisco, pour le vin blanc, le vin rouge puis le vin fortifié. À Toronto, à All Canadian Wines, on a gagné une médaille d'or pour le blanc, une médaille d'argent pour le fortifié. Ça, c'était en 2014. En 2014 aussi, on a gagné à Finger Lakes, dans l'État de New York, 2 médailles, une médaille d'argent, une médaille de bronze pour le blanc puis le fortifié. Puis en 2015, on a gagné 3 médailles à Finger Lakes, toujours pour le blanc, le rosé, le blanc, le fortifié, puis le rosé cette fois-là. Puis ensuite de ça, à All Canadian Wines, on a gagné une médaille pour le rosé. Ce qui arrive, c'est que souvent ces compétitions-là sont au début de l'automne, donc notre vin rouge n'est pas prêt. Mais là, cette année, on va aller en Californie encore là, à la fin de septembre pour... De quelle façon qu'on s'inscrit à ces concours? Ah, c'est eux qui nous écrivent. On en reçoit tellement, là. On en reçoit partout dans le monde, des compétitions. Des invitations? Oui. Ah oui? Puis là, ben, ils ont des systèmes de... Il faut envoyer notre vin. C'est sûr qu'il y a un coût de participation par vin qu'on présente. Puis là, ben, ça dépend des endroits. Comme aux États-Unis, il faut que les organisateurs aient des permis pour transporter le vin. Fait que ça, c'est plus compliqué, là, mais... On vous présente maintenant une chronique réalisée avec Mme Emmanuelle Choquette de l'entreprise Papille. Emmanuelle nous parle des tendances dans les alcools. Tant qu'à parler d'alcool québécois, on va éclater un petit peu le secteur couvert par l'émission aujourd'hui, puis on va parler des microdistilleries. Hein? On en entend de plus en plus parler. Il y a des projets un peu comme les microbrasseries là, qui émergent un petit peu partout au Québec. Donc, de distilleries qui vont faire, par exemple, du gin, de la vodka, tout ça, soit à partir de produits québécois ou encore aromatisés avec des produits typiquement québécois. D'ailleurs, dernièrement, il y a un gin qui est produit à Rimouski, le gin Saint-Laurent, qui est aromatisé aux algues, qui vient de gagner le prix du meilleur gin au Canada.
Donc, ce qui est intéressant avec les microdistilleries, c'est qu'on peut aller chercher des saveurs qui sont très différentes et en même temps qui sont très liées à notre terroir. Le gin Ungava, qui est probablement là, le spiritueux là, fait au Québec, qui est le plus connu en ce moment, est aromatisé avec des herbes boréales, donc qui lui donnent sa couleur jaune, puis qui lui donnent son goût aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir. Le Québec, on suit la vague, tant au niveau des microbrasseries que au niveau des microdistilleries, on suit la vague des États-Unis. Hein? Aux États-Unis, la vague des microbrasseries a commencé quelques années avant nous. Et maintenant, on voit, c'est un peu comme du popcorn là, partout aux États-Unis, là, on voit popper des microdistilleries, mais ça va être la même chose ici. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller. Évidemment, c'est des produits qui vont être un peu moins accessibles que la bière, compte tenu des règles entourant la mise en marché. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, les règles vont s'assouplir et les gens qui distillent, les producteurs, par exemple, qui distillent eux-mêmes leurs matières premières, vont pouvoir vendre directement à la ferme leurs produits. Donc, il y en a différents en ce moment qui sont déjà sur le marché, notamment à Louisville, qui fait un gin, le gin Canopée, qui est aromatisé justement avec plus des arômes de forêt. Cette année, là, au cours des dernières semaines, est sorti un gin, la Gaspésie, aromatisé aux champignons sauvages. Donc, on va voir apparaître comme ça là, des saveurs un peu différentes, puis qui vont permettre là, de toucher je dirais, les palais de plusieurs amateurs différents. Donc, un autre secteur qui est en effervescence au Québec, pour ne pas dire qui pète de la broue, c'est le secteur des microbrasseries. Évidemment, des microbrasseries, on en voit apparaître là, partout sur le territoire, que ce soit sur la Côte-Nord, dans les Laurentides, en Estrie, autour de Montréal. C'est un phénomène qui est là depuis quand même quelques années, mais qui, tranquillement mais sûrement, gagne les régions. Donc, ce qui est intéressant avec les microbrasseries, c'est que plus ça va, plus les produits sont de grande qualité et d'une grande finesse. Et c'est aussi des produits qui mettent... en fait, le secteur des microbrasseries, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui travaillent beaucoup, soit sous forme de coopérative ou qui mettent beaucoup en valeur aussi les produits de la région. Donc, qui vont donner une saveur régionale puis qui vont utiliser, autant que faire se peut, des intrants régionaux. Donc, par exemple, on va avoir une bière brassée en Gaspésie qui va utiliser justement des épices boréales. On va avoir, par exemple, des petits fruits qui vont être intégrés dans la bière d'une autre région, dans une région qui en produit beaucoup. À Neuville, on produit une bière à base de maïs, donc ça, c'est intéressant. Donc, dans la région ici de Portneuf, on a déjà 3 microbrasseries, donc c'est une richesse pour nous. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'est pas juste obligé d'acheter la bouteille et de retourner la boire à la maison. Ces microbrasseries-là, ils ont un lieu de dégustation qui nous permet de discuter avec les brasseurs, de connaître un peu la finesse des produits, puis de savoir également comment les boire, ces bières-là? Parce que souvent, c'est des bières qui sont goûteuses. Hein? Des bières aussi, bon, il y en a qui vont être intéressantes à l'apéro, mais il y en a d'autres avec des goûts un peu plus corsés qui sont intéressantes à boire en accord, par exemple, avec des mets. Donc, les accords mets-bières avec les bières de microbrasserie, c'est intéressant. Mais dans ce temps-là, ça vaut la peine de se faire conseiller par les gens qui les ont conçus pour connaître la meilleure façon de les apprécier. C'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Soyez à l'écoute la semaine prochaine. On vous présentera Sandra Lambert, fière propriétaire de l'entreprise Liliacé et compagnie, une productrice d'ail et de légumes.